Alors, on me pose la question de savoir comment insérer le linguiste pendant et après sa formation en sciences du langage. Je vais universaliser pour dire que c'est la problématique de l'insertion du jeune diplômé, qu'il soit linguiste ou pas. Parce que le système éducatif ivoirien tel qu'il est constitué, c'est vrai, c'est dû certainement à l'héritage colonial, fait de sorte que quand on finit, pour la plupart, la question qu'on se pose, où je peux travailler. Et beaucoup se demandent, est-ce que je peux rentrer à l'ENS? Déjà, les étudiants de lettres modernes qui passent le concours, ce n'est pas tout le monde qui est admis. Même si avant, les linguistes passaient le même concours que leurs condisciples de lettres modernes, aujourd'hui, le concours de lettres modernes au niveau de l'ENS est exclusivement réservé à ceux qui ont fait les lettres modernes. Je sais qu'il y a eu des concours directs de la fonction publique en ce qui concerne les enseignants où il y a eu beaucoup de linguistes qui sont rentrés, mais quand il s'agit de rentrer à l'ENS, c'est exclusivement réservé aux étudiants de lettres modernes. Mais ça, ce n'est pas un problème, ce n'est que ça. Il y a combien qui prennent par année? Mais vous êtes combien? Ce qui est ici n'est qu'un échantillon parmi tant d'autres. Vous êtes combien? Vous n'êtes pas seulement venu ici pour aller enseigner. Vous êtes venu également pour vous former et adapter votre formation pour pouvoir faire d'autres métiers. Donc, pour parler de cela, vous allez me permettre de faire un peu l'historique du système éducatif ivoirien. Au lendemain des indépendances, Houphouët-Boigny a voulu que la Côte d'Ivoire ressemble à la France. Donc, il a beaucoup investi dans l'éducation, notamment dans l'enseignement technique, dans l'enseignement professionnel, dans l'école classique. Je vais parler des lycées et collèges. Il a beaucoup investi. Quand vous regardez les infrastructures qui habitent ces lycées et collèges et puis ces lycées techniques, c'est vraiment énorme. Ça a montré à quel degré Houphouët-Boigny avait pour ambition de faire la Côte d'Ivoire un pays développé par l'éducation. Il a également investi dans les infrastructures routières, etc., etc. Et également dans l'agriculture, notamment dans le binôme café-cacao, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être stable à un moment donné. On a même parlé du miracle économique au milieu des années 70. Mais avec la crise de la sécheresse au début des années 80 jusqu'en fin des années 90, avec les mouvements sociaux, tout cela va tomber comme si rien n'avait été fait. Mais à la réalité, comme je vous ai dit, c'est un système éducatif qu'on a hérité de la France, qui fait qu'aujourd'hui, c'est la bureaucratie. Tous ceux qui viennent à l'université, tous ceux qui viennent à l'école, leur idée, c'est de travailler dans un bureau. C'est de travailler dans un bureau. L'idée de dire que je suis capable de faire quelque chose, c'est rarement... voilà. Si vous devez entreprendre, vous devez faire quelque chose, souvent c'est des activités réservées aux étrangers. Si vous prenez par exemple le secteur du bâtiment en Côte d'Ivoire, regardez depuis la carrière, c'est-à-dire où on enlève le sable, jusqu'à la confection des briques, jusqu'au chantier, vous allez voir que pour la plupart sont des Nigériens. Le bois, le ciment, le fer, tout cela. Parce que pendant longtemps, on en a étudié cela. C'est des choses qui n'existent même pas chez eux. Il n'y a pas de bois au Niger. Mais c'est les Nigériens qui vendent le bois en Côte d'Ivoire. C'est inadmissible. Je n'ai rien contre les lois qui régissent les communautés auxquelles on appartient, leur permettent d'exercer l'activité qu'ils veulent. Mais vous ne pouvez pas rester là, chez vous, et puis pour voir, par exemple, il y a également ceux qui vendent l'igname en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez, hein, vous les voyez, ils chargent, ils vendent. Vous voyez ceux qui vendent le sukuya, par exemple. Vous voyez ceux qui vendent le garba, par exemple. Il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité que je peux citer en un point fini. Donc, la culture de l'entreprise, on n'a pas eu très tôt. L'Ivoirien qui va à l'école, c'est le technocrate au bureau. Mais Houphouët-Boigny a compris aussi qu'il fallait qu'on ait des grands ingénieurs pour développer ces infrastructures. Il a créé l'INPHB, etc., qui a permis de former des grands ingénieurs, qui a permis de former des grands cadres, qui sont également aujourd'hui ministres, ou ici ou ailleurs. Quand vous parlez de Thiam, quand vous parlez de Patrick Hachi, ce n'est que quelques-uns parmi tant d'autres, mais également l'université Félix Houphouët-Boigny qui a formé des grands cadres, qui a même formé le président de la République, le président Laurent Gbagbo, a été formé ici, c'est un pur produit de cette université. Il y en a plein comme ça, qui sont aujourd'hui au gouvernement ou qui exercent ailleurs. C'est que tout cela n'a pas suffi. À partir des crises des années 90, Houphouët avait voulu également libéraliser le secteur éducatif. Il a fait appel à un Premier ministre, M. Alassane Ouattara, qui est actuellement le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a
qui est passé à la privatisation, qui a réformé, je veux dire, qui a libéralisé le système éducatif avec la création de nombreux diplômes à travers les BTS, les ingénieurs, les grandes écoles vont pousser un peu partout, tout cela. Mais on s'est rendu compte que ces diplômes-là sont pour la plupart des diplômes copiés également sur l'Occident, qui ne sont pas adaptés à l'écosystème de l'emploi en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez le tourisme, quand vous prenez l'hôtellerie, quand vous prenez le développement durable, quand vous prenez, c'est des diplômes qui ne sont pas réellement adaptés à l'écosystème du travail en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait que, malgré ces efforts qui ont été consentis, malgré ces réformes, ça n'a rien changé. Bien au contraire, ça a aggravé la situation, sans compter les mouvements d'humeur dans nos universités publiques, etc. etc. C'est qu'à un moment donné, on a atteint un seuil où les gens ont l'impression qu'ils sont abandonnés, où les gens ont l'impression qu'ils sont perdus, C'est que ceux qui ont les moyens ont préféré envoyer leurs enfants à l'extérieur, etc., etc. Mais de plus en plus, de façon naturelle, il y a un monde qui est en train de se créer maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel écosystème qui est en train de se créer. De plus en plus, il y a des forums qui parlent d'entrepreneuriat, il y a des forums qui parlent d'auto-entrepreneurs, il y a des forums qui parlent d'emploi sans forcément passer par l'État. Donc, si vous regardez très bien, avant, il y avait deux grands compartiments. Le premier compartiment, c'était que l'État devait être capable d'employer tous ceux qui forment. Et le deuxième compartiment, c'était le secteur privé. Quand vous finissez, soit vous rentrez à la fonction publique, ou bien vous rentrez dans une société privée. C'est ce qui animait plus les gens. De plus en plus, les esprits s'ouvrent. Et c'est cet esprit-là que je veux que vous ayez. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir travailler, de pouvoir passer un concours pour rentrer à la fonction publique, ou d'insérer une société privée, vous soyez capable de vous prendre en charge. Mais je vais y revenir. D'abord, pour ce qui est de la fonction publique, vous demandez si le linguiste peut insérer. Oui, le linguiste peut passer tous les concours de la fonction publique de Côte d'Ivoire, à l'exception du concours d'entrée à l'ENS en ce qui concerne les professeurs de français, même si vous avez les aptitudes, vous avez les capacités d'enseigner le français. Moi, j'ai été directeur des études d'une grande école pendant 3 bonnes années, une école franco-ivoirienne qui est à Marc Horizon 4. L'année où je partais, ça coïncidait en même temps avec la crise post-électorale. Je suis parti avec certains de mes étudiants qui étaient en 2e année, d'autres en 1re année, qu'on a inscrits directement au BTS là-bas. Ils ont été tous admis, je ne sais pas s'il y en a ici. D'autres sont en train de préparer leur doctorat aujourd'hui, d'autres sont en train de travailler ailleurs. Ils ont été tous admis au BTS. Et ça m'a plu. Ça m'a permis en même temps de me dire que on peut faire la linguistique et puis aller faire autre chose après. Aller faire une formation pour avoir d'autres aptitudes. Mais on ne peut jamais faire autre chose et puis venir faire la linguistique. Ça, c'est pas possible. Donc, l'atout que vous avez, qui est immense, énorme, qu'on ne peut jamais vous arracher, c'est que vous êtes linguiste à la base. Quand vous faites la linguistique, vous pouvez vous reconvertir après. Mais il est difficile de faire autre chose et puis vous reconvertir en linguiste. Aujourd'hui, j'ai animé plusieurs panels, j'ai animé plusieurs conférences avec des grands économistes. Mais souvent, les débats sont houleux. Mais après, quand ils se rendent compte que je ne suis pas économiste de formation à la base, ils n'en reviennent pas. Mais comment je l'ai acquis? Je l'ai acquis quand je suis rentré au ministère en tant que chef de cabinet. Je me suis formé et je comprends aujourd'hui comment fonctionne l'entreprise, comment on crée une entreprise, comment on cherche le financement, quelles sont les difficultés auxquelles on peut être heurté, etc., etc. Donc vous êtes capable également de le faire. Mais pour revenir par exemple à l'école encore, je vais insister. Vous voyez par exemple le secteur de l'enseignement technique. Pendant longtemps, on a mis dans la conscience collective que c'est les rejetés de l'école classique qui se retrouvent à l'enseignement technique. Quand vous voyez, c'est ceux qu'on a renvoyés au CM2, ceux qui n'ont pas pu avoir le BPC, ceux qui n'ont pas pu avoir le bac, qui se retrouvent à l'enseignement technique. C'est eux qu'on envoie là-bas, c'est les rejetés de l'école classique. L'école classique, c'est l'élite, c'est l'intelligence. Pourtant, on est tous intelligents. Alors que c'est à l'enseignement technique se trouve la vraie richesse.
c'est là-bas se trouve l'emploi. C'est là-bas, quand vous finissez, vous êtes capable de vous installer sans forcément avoir recours à l'État. Aujourd'hui, l'État ne peut pas. L'État, à lui seul, ne peut pas permettre à vous tous d'être insérés. La fonction, le secteur privé également ne peut pas, malgré le degré de libéralisme de Côte d'Ivoire. Je vous donne l'exemple. Vous voyez, on parle d'une croissance économique qui frôle les 2 chiffres. On dit que nous sommes la 5e économie mondiale en termes de croissance. Mais pourquoi les Ivoiriens se plaignent tant? Pourquoi vous vous plaignez tant? Il y en a combien de boursiers ici? On se plaint parce qu'on a une croissance économique qui est tirée par ce qu'on appelle la macroéconomie. La macroéconomie, c'est quoi? C'est les multinationales, c'est les puissances étrangères, c'est les étrangers. Parce que les appels d'offres sont lourds. Les champions nationaux ne sont pas capables de postuler à ces marchés. Si vous voyez la construction du 3e pont, on parle de 150 milliards. Qui était capable de le faire? Je ne sais pas comment s'est fait la passation du marché, mais il sait que ça a été obtenu par une multinationale. Les bénéfices sont rapatriés directement. Quand vous voyez nos routes, c'est pareil. Donc, nous, si on veut avoir une économie sociale et solidaire qui puisse garantir la stabilité, c'est qu'on ait des petites et moyennes entreprises, ou des très petites et moyennes entreprises, ou des entreprises artisanales. Il faut que vous soyez capable de créer vos entreprises. Parce que l'avantage, c'est quoi? Quand vous travaillez pour votre propre compte. Quand vous travaillez pour votre propre compte, l'avantage que vous avez, c'est que vous travaillez, quand vous êtes entrepreneur, ne pensez pas à vous d'abord. L'entreprise appartient en premier à vos employés. Parce que vous devez payer les salaires. En deuxième, à l'État, parce que vous devez payer vos impôts. Et en dernière position, vous-même. Ne confondez pas votre poche avec celle de l'entreprise. C'est peut-être que j'ai anticipé un peu, mais la formation qu'on vous donne à l'université, la formation de linguiste, tout ce qu'il vient de citer, j'ai été tellement bluffé parce qu'il est rentré dans certains détails auxquels je ne m'attendais pas. Je me dis en réalité, les linguistes ne doivent pas chômer. Parce que vous êtes capable de vous mettre ensemble, de vous mettre en association pour créer vos petites entreprises. Et puis, avec les conseils, avec toutes les difficultés que vous allez avoir, demain être des grands entrepreneurs dans bien de domaine. Quand je prends l'exemple de l'université, on a toutes les compétences ici. C'est d'ici que toutes les entreprises recrutent d'une façon ou d'une autre, parce qu'on a des économistes, on a des communicateurs, on a des juristes, on a des informaticiens, on a des médecins, on a des pharmaciens. Mais c'est les mêmes qu'on retrouve en entreprise. Si déjà on forme des groupes de 3, 4, 5 personnes avec ces compétences mises ensemble, on les incube. On nous dit que l'université a un incubateur qu'on appelle Unovis, qui est à l'entrée de Vergerville, là, juste à droite. Je suis souvent curieux de savoir que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Alors que c'est un centre qui est fait pour abriter tous les porteurs de projets, qui soient encadrés et suivis et pouvoir un jour réaliser leur projet. Ok? Mais souvent, ce n'est pas le cas. Pour revenir à vous-même, il y a ce qu'on appelle il y a l'expérience personnelle qui peut vous permettre de trouver de l'emploi. Voilà, quelqu'un, par exemple, votre ami qui est venu chanter tout à l'heure, ça vous a plu. Il ne s'est pas complexé. Il ne s'est pas complexé. Il va à l'école, il chante. Quand demain vous allez le voir comme une vedette qui passe dans les médias, qui est sur les affiches, qui est partout, peut-être vous allez me dire, mais attends, il va aller rien à l'école. Mais le voici. Mais parce qu'il croit ce qu'il fait. Il n'est pas stupide. Hein? S'il accepte de chanter, et il accepte surtout de venir à l'école, ça veut dire qu'il sait ce qu'il veut. Vous, le complexe que vous avez, comme je l'ai dit, on a hérité ça de la colonisation, c'est que on veut forcément travailler dans le domaine dans lequel on a été formé. On veut forcément être fonctionnaire. Parce qu'on est allé à l'école pour ça. Je ne peux pas avoir un doctorat, je ne peux pas avoir un master, et puis aller être un chef propriétaire d'une cordonnerie ou d'un magasin au marché. Ils vont se moquer de moi. Et pourtant, il a plus d'argent que celui qui travaille à la fonction publique. Est-ce que vous voyez? Donc,
tous les métiers, toutes les formations qu'il vous a données ici, vous êtes capable de les transformer et puis en faire des petites entreprises. On va y revenir. Mais il y a également ce qu'on appelle le réseautage. Le réseautage, c'est quoi? C'est les personnes que vous fréquentez, vous-même, vos amis. Souvent, quand vous êtes étudiant à la maison, au quartier, vous pensez que vous êtes plus intelligent que celui qui est dans le quartier, qui n'est pas allé à l'école. Mais comparez-vous à ceux qui sont meilleurs que vous. Ne vous comparez pas à ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas vos aptitudes. Quand je parle de réseautage, ne vous contentez pas seulement du monde que vous fréquentez à l'université ou à la maison chez vous. Participez à des forums, participez à des conférences comme vous le faites aujourd'hui. Le déclic peut venir de là. Le déclic peut venir de là. Et puis également, cherchez à vous former. Cherchez à vous former également. En plus de la formation qu'on vous donne ici, vous avez la possibilité d'avoir d'autres formations. J'ai connu une étudiante ici qui allait faire un certificat au CERAP. Qui allait faire un certificat au CERAP sur gestion de projet. Et dernièrement, il y a un projet au ministère de la Défense qui concerne la reconversion des militaires retraités ou non qui veulent aller à la retraite anticipée. Mais elle a postulé, on l'a appelée tout de suite parce qu'elle a un master, elle a cette capacité rédactionnelle, mais également elle a un certificat. Le certificat, elle a fait en 2 semaines. Une formation rapide en 2 semaines. Elle a le certificat en gestion de projet. Et le chef du projet l'a recruté comme son assistante. C'est-à-dire qu'elle rédige ses courriers, elle fait ses programmations, etc. Mais également, elle donne son point de vue sur l'opportunité de la faisabilité de tel ou tel projet. Mais si vous vous contentez seulement de ce qu'on vous donne, je pense que ça sera également très difficile. Il y a le rôle de l'État. L'État aussi doit jouer son rôle, un rôle prépondérant. On me dit qu'il y a des syndicalistes ici. Je suis très content, moi je n'ai rien contre eux. Mais ce que je vais dire, moi j'ai fait un constat, c'est que les mouvements syndicaux ne s'installent là où il y a les problèmes. On est à l'université. Pourquoi les mouvements syndicaux ne sont pas développés à l'NCA? Pourquoi il n'y en a pas trop en médecine? Pourquoi il n'y en a pas trop en pharmacie? Parce que là-bas, c'est vrai qu'ils ont des problèmes, mais où il y a la masse, où il y a les problèmes, il va y avoir toujours, tant que le mode de gouvernance, tant que la gestion est comme ça, il va y avoir toujours des mouvements syndicaux parce qu'ils vont revendiquer toujours. Je prends l'exemple, un exemple simple. Quand vous voulez être entrepreneur, il faut que vous ayez une éducation financière. Ne pas trembler face à l'argent, connaître l'importance de l'argent. L'argent que vous voyez là, c'est du papier. Il n'a d'importance que ce qui sert à faire. On peut vous remettre tout à l'heure 100 millions et remettre 10 000 francs à quelqu'un d'autre qui va faire prospérer les 10 000 francs par rapport aux 100 millions. Si vous prenez les 100 millions, vous allez faire votre bunga-bunga, votre bling-bling, et que lui, il prend ses 10 000 francs pour constituer son dossier de concours qu'il réussit, il aura fait bon usage que vous. Est-ce que vous voyez? On va vous donner ce qu'on appelle l'éducation financière. J'ai eu la chance, avec le professeur Boni en son temps, de participer à la rédaction des maquettes pédagogiques actuelles de notre UFR. Au début, quand on a commencé en séance plénière, on nous avait fait quoi? On nous a fait dire que le patronat devait venir assister à la rencontre. Le patronat devait venir dire, voici le type de citoyen, voici les employés que nous voulons, voici le type de citoyens que nous voulons. Et par rapport à ça, on insère certains modules pour vous permettre de postuler directement en entreprise. Parce que le LMD, c'est ça. Le LMD, on a fait basculement intégral. On a fait 2 ans, on n'est pas venu à l'école, et après on a fait un basculement intégral pour confectionner toutes ces maquettes. Ça devait vous permettre d'avoir accès à l'emploi sans forcément venir à la fonction publique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, on n'a pas eu le patronat vers la fin. On a fait ce qu'on peut pour vous donner le meilleur de vous-même. C'est pourquoi vous ne devez pas vous contenter seulement de ce qu'on vous donne ici. Vous devez être curieux, vous devez sortir, faites des bonnes sorties. Allez rencontrer, allez participer à des forums, comme je vous l'ai dit, faire des formations complémentaires pour que vos projets puissent s'éteindre. Donc, le rôle de l'État, c'est de créer un environnement favorable à cela. Le rôle de l'État devait, par exemple, ce que vous êtes en train de faire là, ça devait être peut-être quelque chose organisé par l'État, hein, avec des ateliers thématiques
sur des questions bien précises pour vous permettre d'avoir encore d'autres capacités à vous insérer. C'est la création de l'écosystème, mais ça c'est l'État. La problématique du chômage en Côte d'Ivoire, par exemple. Il y a un ministre de la République qui a dit récemment qu'en Côte d'Ivoire, il y a seulement 2% de chômeurs. Voilà. Quand il dit qu'il y a 2% de chômeurs, je vous explique, il a ses raisons. Hein. Moi, je ne lui en veux pas, il a ses raisons. Seulement que moi, en tant qu'observateur averti, parce que je suis enseignant, je vous côtoie tous les jours, mais également, j'ai eu l'expérience d'être chef de cabinet, j'ai eu l'expérience d'être consultant en ce qui concerne les très petites entreprises et les PME, c'est qu'il a considéré que tous les gérants de cabines, il a considéré que tous les ouvriers qu'on trouve sur les chantiers, il a considéré que le petit qui pousse, je ne sais pas comment on dit ça, là, le auto à Djamé, là, tout ça là travaille. Non, mais quand vous prenez un étudiant qui est sorti, qui n'a rien à faire, qui décide de faire des cours à domicile, ne serait-ce que pour avoir l'argent pour passer son concours, ça c'est un emploi qui est précaire. Il ne fait pas ce travail-là pour tout, il n'en fait pas une activité permanente, puisqu'il ne prend pas de retraite dans ce métier. Donc, vous ne pouvez pas comptabiliser ça comme un travail. Parce que quand on parle, même en France, même aux États-Unis, ils n'ont pas 2%, même en Allemagne, même au Japon, ils n'ont pas 2%, même en Corée du Sud. J'ai été en Corée du Sud, j'ai été bluffé. Ils n'ont pas 2%. Avoir 2% de taux de chômeurs dans un pays, ça veut dire que c'est un pays en plein emploi, en économie, ce qu'on dit. En plein emploi, ça veut dire qu'on cherche des gens pour aller travailler. On vous force même pour aller travailler, tellement il y a du travail. Est-ce que vous voyez? Alors qu'à ma connaissance, cette salle est bourrée parce que vous êtes tous en quête d'emploi. Parce que vous voulez vous rassurer d'un avenir promoteur. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on vous aide à cela. Nous, on fait notre rôle, on joue notre rôle, mais il y a également le rôle de l'État. Mais c'est en faisant cela, en faisant des regroupements comme ça, qui sont bien. Je remercie la FESI de s'associer à l'organisation de cette rencontre comme ça. C'est en cela que vous allez avoir d'autres éducations, d'autres formations complémentaires qui vont vous permettre de vous insérer demain. Maintenant, vous voulez créer une entreprise, c'est vrai, on peut vous encourager à créer des TPE, des très petites entreprises, à créer des entreprises artisanales, à créer des petites et moyennes entreprises, mais il y a des difficultés, il y a des problèmes, ça il faut que je vous le dise. Le problème qu'on a en Côte d'Ivoire actuellement, c'est qu'il y a 3 problèmes majeurs qui sont endogènes. C'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes exogènes, mais les problèmes endogènes qui concernent la création d'entreprises en Côte d'Ivoire, il y en a 3 majeurs. Premièrement, vous avez pu constituer vos dossiers. Dieu merci, on a un guichet unique, le CPC qui facilite la tâche. On a réduit toutes les démarches qu'il faut. Mais le premier problème qu'on a, c'est le problème de financement. Je crée mon entreprise, comment avoir les financements pour développer mon activité? Ça, c'est un problème criard, tout le monde le sait. Et comme pour la plupart des pays africains, ce problème demeure, le problème de financement, parce que les banques ne font pas confiance aux entreprises. Parce que les banques n'ont pas d'assurance. Mais l'assurance d'une banque, c'est que garantir, donner des garanties à une banque pour financer une entreprise. D'abord, il y a l'instabilité politique, mais il y a l'instabilité sociale, il y a la stabilité du moyen social, mais il y a surtout le fait que l'entreprise doit être légalement constituée, l'entreprise doit avoir un bilan financier, c'est-à-dire une comptabilité, l'entreprise doit avoir un organigramme bien hiérarchisé. Donc, le problème de financement est réel. Fait que beaucoup de gens ont créé des entreprises, 2 ans, 3 ans après, ces entreprises meurent. Et ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Le deuxième problème, c'est le problème d'accès au marché. J'ai pu créer mon entreprise, j'ai pu avoir quelques moyens pour développer mon activité, mais je n'ai pas de marché. Le marché, c'est qui? En grande partie, c'est l'État qui est le marché. C'est l'État qui régule le marché. C'est l'État qui fait la régulation. C'est l'État qui fait la redistribution. C'est l'État qui dit que pour telle activité, voici les PME ou les TPE qui peuvent postuler. Il faut éviter les gré à gré, il faut faire des arbitrages, et puis on donne un peu de marché à tout le monde. Et quand l'État paye après,
tu arrives à te prendre en charge, tu arrives à payer tes impôts, tu arrives à payer tes employés et tout le monde gagne. Mais ce problème est réel parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gré à gré, ou du moins, si vous avez un parent qui est nommé quelque part, il voit une de ses soeurs qui crée une entreprise et c'est à sa soeur ou à son neveu ou à son cousin ou à son fils qui a tous les marchés. Tout le monde n'a pas. Donc l'État également doit jouer un rôle là. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il faut qu'on aille plus vite. Il y a également un autre problème qui est criard, c'est le système fiscal, le problème de fiscalité. La fiscalité, c'est quoi? Vous avez créé votre entreprise, vous n'avez même pas encore eu de marché, et demain les impôts arrivent. Mais quelqu'un qui n'a pas d'impôts, quelqu'un qui ne fait pas de bénéfices, comment il peut payer des impôts? Souvent, vous avez ce problème-là aussi. Mais si vous êtes bien encadré, si vous êtes bien, on peut vous montrer la forme qu'il faut, que vous soyez un SAA ou une entreprise individuelle, ou un SARL, etc. etc. C'est des notions que vous devez connaître. Vous devez vous familiariser à toutes ces questions pour que ce que le professeur vous a dit ici, les débouchés, les compétences que vous avez, puissiez les mettre en évidence, pour les mettre en exergue. On a le professeur Adjoua qui est là. Il y a beaucoup d'étudiants qu'il a formés ici, qui ont aujourd'hui des cabinets. Il y a le fils de ma belle-sœur qui avait un souci, qui retardait à parler. Enfin, avec 3 ans, le langage était, il avait 4 ans, il tardait à parler. Et puis, elle m'a posé la question, est-ce qu'il est normal et tout ça? Il a dit, il est normal. Jusqu'à 5 ans, l'enfant a la possibilité de... Et je lui ai conseillé quelqu'un. Et quand je lui ai conseillé, c'était un étudiant, et l'étudiant lui a conseillé un autre. Il se trouve que c'est Yavou. Aujourd'hui, l'enfant parle correctement. Il parle correctement. Il a été rééduqué par un... Il a son cabinet. Yavou a son cabinet. Il est en train de faire le doctorat ici. Mais je ne pense pas qu'il a envie de faire le doctorat pour venir enseigner ici. Il a envie de faire le doctorat pour crédibiliser encore son activité. Quand on dit qu'il est docteur. Il y a Lawa Privat que vous connaissez aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'alphabétisation. Le professeur Terra, il a la retraite, mais il travaille plus maintenant que quand il était en fonction. Parce qu'il ne fait qu'animer des formations ou encore des projets en lien avec l'alphabétisation. En lien avec l'alphabétisation. Il y en a plein comme ça qu'on peut citer. C'est pourquoi je vous ai demandé, Président, que vous organisez une journée porte ouverte, bien sûr en collaboration avec le chef de département, qui connaît beaucoup d'anciens, parce que c'est un doyen, vous le voyez, il est petit comme ça. Et je vous donne un exemple. Il a enseigné Dr Wawa. Dr Wawa m'a enseigné. Il a enseigné également le professeur Martial. Lui également m'a enseigné. C'est ça la magie de l'université. Mais on est tous là à table ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Il a un carnet d'adresse en ce qui concerne nos anciens. Il peut mettre ça à vos dispositions. Moi également j'en ai. Lui il en a également. Qui vont vous donner leur expérience. Il y a beaucoup d'aides. Qui est un grand patron. Il est le représentant du patronat tunisien en Côte d'Ivoire. Il a exercé dans la communication. Aujourd'hui, il a un cabinet qui travaille sur le pilotage des projets. Il gère la chambre de commerce et d'industrie de Tunisie en Côte d'Ivoire. C'est un linguiste. Il n'a pas fait... Il a été un linguiste. Il y a Ako qui gère une entreprise chinoise. Ils font du fer, tout cela. Mais c'est la linguistique qu'ils ont eu à faire. Donc, pour me résumer, je vous dirais simplement que du fait de l'histoire de l'école ivoirienne, qui avait mis l'accent sur la formation des fonctionnaires, on a un premier compartiment qu'on appelle la fonction publique. Il y a eu une année, on parle de l'ivoirisation des cadres, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers, on avait voulu qu'il y ait beaucoup d'Ivoiriens qui travaillent maintenant. Donc, vous avez la fonction publique, vous pouvez passer tous les concours de la fonction publique, pourvu que vous ayez le niveau, vous ayez le diplôme. Mais vous avez également la possibilité de rentrer dans des structures privées en tant que linguiste, pour travailler des maisons de communication, des maisons de presse, des maisons d'édition, etc., etc. Mais vous avez également la possibilité de créer votre entreprise. Et en tout cas, pour ce troisième volet, je vous encourage. Parce que j'ai eu à coudoyer de mon expérience de chef de cabinet, de mon expérience de consultant en la matière, j'ai rencontré des jeunes de 25 ans, des jeunes de 24 ans même, des jeunes de 30 ans, qui sont multimillionnaires parce qu'ils ont des activités.
parce qu'ils ont monnayé leur talent. La langue est une richesse. La richesse de la langue, c'est quoi? C'est que tout le monde parle. Chacun d'entre nous a une langue. Quand vous voyez nos langues, que représentent les langues nationales en Côte d'Ivoire, dans tout ce qu'on est en train de dire? Rien presque. C'est un champ qui est tellement ouvert qu'on peut exploiter pour faire des choses. Vous pouvez, par exemple, dans le domaine d'éthique. Il y a eu Dr Dodo et Dr Yon qui avaient un projet qu'on appelle linguistique. Mais il suffit de trouver les financements pour que ça fasse un boom. Dans la téléphonie, nos langues ne sont pas utilisées. Souvent, quand vous appelez quelqu'un, ou bien un parent vous appelle parce qu'il n'est pas à l'école, la messagerie est en anglais ou en français, il continue de dire allô, 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 alors que simplement, mais on a la possibilité d'exploiter ce champ, surtout dans le domaine d'éthique. Hein, on a la possibilité d'exploiter ce champ, par exemple. Mais l'État doit jouer son rôle en créant un écosystème favorable à cela. C'est pourquoi il y a un projet de décret que nous avons initié en son temps. Je souhaite vivement que ce décret soit adopté et ensuite qu'il y ait des arrêtés d'application parce que c'est sur le statut de l'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur, c'est de faire en sorte que pour ceux qui veulent entreprendre, puissent avoir un statut particulier pour éviter les difficultés dont je viens de parler. Je vais parler des problèmes des impôts, le problème de fiscalité, le problème de financement, le problème d'accès au marché. Si on vote cette loi-là, ça va vous permettre d'avoir un statut. Ça a été fait au Maroc. Au Maroc, aujourd'hui, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les start-up, les porteurs de projets. Il y en a tellement. Et les gens vont vers les universités maintenant pour les prendre, pour les financer. Parce que ça crée un environnement favorable à la création d'entreprises. Si vous allez également au Rwanda, j'ai été au Rwanda par 2 fois, peut-être compte tenu de l'histoire qu'ils ont connue, vous avez le sentiment que c'est un pays de misère, c'est un pays d'affamés, c'est un pays de guerre. Non mais rien. Le Rwanda a développé un hub économique qui fait qu'aujourd'hui, l'étudiant qui sort, qui finit son diplôme, ne dit pas que moi je vais devenir instituteur, je vais devenir professeur, je vais devenir juriste. Non, son idée, c'est de créer mon entreprise. Ils ont développé ce qu'on appelle une économie de service. Et aujourd'hui, le Rwanda est une référence en Afrique. Les grandes entreprises délocalisent là-bas actuellement pour permettre aux gens de le faire. Le Maroc, c'est pareil. Ils ont également développé une économie de service. J'ai été un jour à Marrakech, c'est au Maroc, où le monsieur qu'on allait rencontrer, qui est un grand homme d'affaires, qui dit que il est surpris. Souvent, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il est étonné parce qu'au début des années 80, eux, ils venaient à Abidjan pour voir le plateau, pour voir les humains qui sont là. Et ils n'avaient même pas un seul gratte-ciel. Mais allez-y voir Casablanca aujourd'hui. Casablanca, c'est 100 fois le plateau. Le Maroc a pris le devant. On a la possibilité, nous, surtout qu'on a une population qui est jeune, on a une population qui est dynamique, on a une population qui a un esprit fertile, parce que l'Ivoirien sait imaginer. L'Ivoirien sait imaginer, mais il faut mettre ça en évidence. Prenez le Nigeria, c'est pareil. Voici quelqu'un qui est là, il est Nigérien. Au Nigeria, c'est l'esprit d'entreprise ou rien. Il y a des gens, naturellement, en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, qui ont les valeurs intrinsèques de l'entreprise. Le petit Djoula, il n'est pas allé à l'école, il est né dedans, il va devenir entrepreneur. Mais comment se fait-il que lui qui n'est pas allé à l'école peut connaître les mécanismes de réussite, d'insertion que vous qui êtes allé à l'école? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous devez vous organiser. L'étudiant, c'est quelqu'un qui est raffiné. L'étudiant, c'est quelqu'un qui est organisé. L'étudiant, ce n'est pas quelqu'un qui navigue à vue. C'est quelqu'un qui est structuré, qui se fixe des objectifs, qui est dynamique, qui chaque fois sollicite son intelligence. L'intelligence, c'est comme le muscle. Plus vous le sollicitez, plus il se développe. On dit un muscle qui ne travaille pas, c'est un muscle qui s'atrophie. Sur cette note, je voulais m'arrêter là. Et puis, je pense qu'avec les questions, on aura la possibilité de parler d'autres choses. Merci infiniment du fond du cœur. Merci.